La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation? Je n'en vois pas. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole, présentée par M. Michel Masset et plusieurs de ses collègues. C'est une demande du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Dans la discussion générale, la parole est à notre collègue Michel Masset, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission de l'aménagement du territoire, mes chers collègues, il était temps, 20 ans après son arrivée, nous pouvons retracer le parcours d'un insecte petit en taille, certes, mais aux enjeux très importants. L'histoire de l'apparition du frelon asiatique à pattes jaunes sur le sol européen pourrait être cocasse si ses conséquences n'étaient pas si dramatiques. Le Vespa velutina nigrithorax nous est originaire d'Asie, présent de manière endogène de l'Afghanistan à la Chine. L'introduction en France aurait eu lieu lors de l'importation de poteries depuis la Chine, à l'occasion de laquelle une reine se serait nichée dans un emballage et se serait enfuie à son ouverture en Lot-et-Garonne, à 2 pas de ma commune. De cette unique reine importée sur un coup de malchance, s'en est suivi une expansion phénoménale. Les 2 premiers nids ont été recensés à Tonneins en 2004, après que des habitants les aient détruits au fusil de chasse, pratique dangereuse à surtout ne pas reproduire. 2 ans plus tard, en 2006, il est déjà observé dans 13 départements aux alentours. En 2009, c'est 1600 nids dans 32 départements qui sont comptabilisés. 2012, 56 départements touchés. 2014, 67, etc., etc. De plus, nos voisins européens n'ont pas été épargnés. D'abord l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et enfin les Pays-Bas. De Lisbonne à Amsterdam, le frelon asiatique coule aujourd'hui des jours paisibles en Europe. Il est le malheureux exemple topique de l'espèce exotique invasive, introduite par erreur, mais qui s'est très rapidement adaptée. Cette invasion est aujourd'hui un des symptômes de la mondialisation, mais il ne s'agit pas là de traiter cette problématique de manière dogmatique. Au contraire, notre réponse doit permettre de mieux appréhender les actuelles et futures espèces invasives. Je pense au ver plat d'Amazonie, fléau pour nos vers de terre, à la moule cagua, qui pullule dans nos lacs alpins, ou bien encore la jusie, que l'on retrouve dans nos cours d'eau. La problématique vient du fait que durant plus de 20 ans, et aujourd'hui encore, les frelons asiatiques bouleversent les écosystèmes, déciment les ruches et tuent les pollinisateurs, mais jusqu'ici, nous avons regardé ailleurs. Dès à présent, regardons le problème en face et regardons le problème ensemble. La réflexion que nous devons avoir est bien celle du rôle de la puissance publique et précisément aussi celui de l'État. La nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Voilà les termes par lesquels le préambule de la Constitution de 1946 consacre la réalité du principe de solidarité face au fléau. Et comment qualifier donc le frelon asiatique si ce n'est comme une calamité? La nation proclame la solidarité et l'État a le rôle d'organisateur de cette solidarité. C'est en effet une nécessité républicaine qu'il intervienne pour assurer la mutualisation des risques qui pèsent sur toute la société. Notre réponse doit être celle d'une République solidaire, elle doit être une réponse populaire et non populiste. Car le frelon constitue une menace. Une menace d'abord pour la santé de nos concitoyens,
Si le venin du frelon asiatique n'est pas particulièrement plus dangereux que celui d'autres insectes présents sur le territoire, son agressivité, lorsqu'il est dérangé, est bien plus grande. Le frelon se défend par l'attaque et souvent en groupe. Les piqûres répétées peuvent être mortelles. Une menace ensuite pour les abeilles. Notre pays est riche de ses apiculteurs, dont je salue les fiers représentants présents aujourd'hui dans nos tribunes. Plus de 71 000 apiculteurs produisent notre miel, professionnels, pluriactifs ou amateurs. Ils constituent le maillage de la pollinisation avec ces 1,3 million de ruches que constitue le cheptel français. En plus de produire 14 000 tonnes de miel par an, ces apiculteurs travaillent en collaboration directe ou indirecte avec les agriculteurs, les arboriculteurs ou les floriculteurs pour polliniser les cultures. Désormais, comment répondre au problème ? L'objectif de cet acte législatif est clair. Organiser et préserver. D'une part, organiser la lutte et la prévention contre cette espèce. Il faut vivre avec le frelon asiatique, c'est un fait. Eu égard à l'ampleur de l'invasion, l'éradication du frelon est désormais impossible. Si l'État n'a pas eu encore l'initiative d'une politique publique d'ensemble, les collectivités territoriales, comme souvent, ont été en première ligne et tentent d'apporter des réponses concrètes à la question. De nombreux maires agissent sur le territoire de leur commune pour accompagner, voire financer, la destruction des nids qui sont présents dans les jardins, les garages et les maisons à proximité de lieux publics. Les départements tentent également de mettre sur pied des politiques de lutte pour freiner les conséquences délétères de cette espèce, quand bien même les SDIS ont arrêté d'intervenir sur les nids. Toutefois, comme l'a indiqué l'excellent rapporteur Jean-Yves Roux, présent ici, les actions isolées ont conduit à un échec patent. Le frelon asiatique ne se soucie pas des frontières administratives et dispose d'une forte capacité de dispersion. Malheureusement, les actions coup de poing ne peuvent être des coups d'épée dans l'eau. Il vous est proposé d'établir une stratégie nationale déclinée à l'échelle départementale pour remédier aux lacunes et aux incohérences de cette action. La mise en commun et en cohérence des actions relève d'un impératif d'égalité entre les citoyens et entre les territoires. Les élus locaux, s'ils demeurent les chevilles ouvrières de ces politiques publiques, doivent recevoir le soutien organisationnel et financier des représentants de l'État. Il est indispensable que l'ensemble des acteurs jouent un rôle, collectivités, apiculteurs, organismes à vocation sanitaire et État. Et d'autre part, ce texte vise bien sûr à préserver l'apiculture française. Ce sont aujourd'hui 12 millions d'euros qui sont perdus chaque année par la filière à cause du frelon, alors même que ces apiculteurs sont déjà en proie à une concurrence déloyale de miel importé et de miel très souvent frauduleux. Les apiculteurs sont en attente, et depuis longtemps, d'un soutien franc face à la destruction de leurs ruches. Le repeuplement de cheptels, de pollinisateurs, est un impératif économique et environnemental. On prête à Albert Einstein une citation que je partage. Si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Il y a donc nécessité impérieuse d'aider assez largement les apiculteurs. Après quelques semaines passées au Sénat, j'avais déjà déposé un amendement visant à créer un fonds d'urgence pour la filière apicole lors de l'examen du PLF pour 2024. Il faut que les moyens alloués ne soient pas une goutte d'eau dans un océan de difficultés qui peut décourager les apiculteurs de poursuivre leur activité. Je pense également aux exploitants pluriactifs, aux agriculteurs, pour qui la vente de produits de miel constitue une source de revenus complémentaire non négligeable. Ainsi, mes chers collègues, tel est l'objet de la présente loi. Ensuite, je me réjouis de la dynamique co-constructive qui a été entreprise par les sénatrices et sénateurs de tous bords. Ce texte prend la suite de plusieurs propositions de loi qui ont été déposées depuis 2011, et je pense notamment à Mme Bonnefoy, Mme Pluchet, que je remercie de contribuer au débat par leur amendement. Je pense enfin à 2 propositions de loi déposées le mois dernier à l'Assemblée nationale. En inscrivant ce texte à l'occasion de notre journée d'initiative parlementaire, le groupe RDSE met à l'agenda un sujet majeur. Le débat a lieu et c'est pour le mieux. Une nouvelle fois, le Sénat trace le chemin d'une politique publique concrète dont le gouvernement doit se saisir, et je lui fais confiance, pour répondre à la détresse de nos concitoyens.
Je formule ici le vœu que cette proposition de loi puisse prospérer sans se perdre dans les méandres de la procédure législative. Monsieur le ministre, mon groupe et moi-même vous offrent l'occasion de porter un message d'espoir pour l'apiculture française. 20 ans après, il est temps de croiser le fer avec le frelon asiatique. 20 ans après, sachons ne pas décevoir les espérances nées de cette initiative. Soyons au rendez-vous de ces enjeux écologiques majeurs, de cet enjeu de savoir-faire, de cet enjeu sanitaire, de la souveraineté apicole, agricole et alimentaire. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Roux, rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En 1668, Jean de La Fontaine faisait apparaître le premier volume de ses fables au sein duquel le texte « Les frelons et les mouches à miel » mettait déjà à l'honneur les insectes qui occuperont l'attention de notre Haute Assemblée ce matin, la mouche à miel étant le terme usité à l'âge classique pour désigner l'abeille. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré que le frelon asiatique reste un animal légendaire. Une curiosité d'un autre continent cantonné à son aire de répartition originelle et qui n'entame jamais la fabuleuse invasion de notre territoire national. Il est en effet devenu en moins de 20 ans un individu volant, très bien identifié, cauchemar des abeilles et bête noire de la profession apicole. La morale de cette fable est limpide. L'État, tordu, n'a pas pris les mesures pour mettre en échec le frelon lièvre. 20 ans après sa détection sur le territoire national, le frelon asiatique à pattes jaunes a colonisé la France entière avec une expansion moyenne de 78 km par an. Seule la Corse, grâce à son insularité, est aujourd'hui protégée de ce redoutable prédateur. Une seule femelle il y a 20 ans est à l'origine de plus de 12 millions d'euros de pertes économiques annuelles pour la production apicole directement imputable à cette espèce. C'est là un exemple parfait à l'attention des étudiants en mathématiques permettant d'illustrer le principe d'une suite géométrique. On estime que cette espèce exotique envahissante est responsable d'environ 20% de la mortalité observée dans les ruchers. L'abeille domestique et les insectes sociaux constituent en effet des proies de prédilection et constituent la majeure partie du bol alimentaire de cette espèce. Chaque année, un nid de frelons asiatiques consomme plus de 11 kg d'insectes pour la nourriture des larves. Mais la prédation n'est pas le seul effet négatif généré par sa présence à proximité d'une exploitation agricole. Le stress qu'occasionne son vol stationnaire en sortie de ruche conduit bien souvent à un affaiblissement de la colonie tout entière en raison d'un moins grand nombre de sorties des abeilles butineuses. En arrivant un peu avant 2004 dans le Lot-et-Garonne, le frelon asiatique a trouvé en France des conditions propices à son épanouissement et sa prolifération. Climat idéal, absence de prédateurs sur son segment écologique, forte résilience aux parasites et insuffisance des mesures d'éradication au moment de sa détection. La lutte contre cette espèce ne doit cependant pas être envisagée uniquement comme une problématique apicole, car elle contribue avec certitude au déclin d'autres insectes sociaux et des pollinisateurs sauvages, bien qu'il soit difficile de déterminer dans quelle proportion. Cela signifie donc des baisses de rendement pour les exploitations arboricoles et végétales dont la productivité dépend de la pollinisation. En somme, le frelon asiatique est une calamité apicole, un fléau pour la biodiversité entomologique, aussi bien qu'un facteur de risque agricole insuffisamment pris en compte. En disant cela, je ne cherche pas à attribuer des bons et mauvais points ou à désigner des responsables. Je fais simplement le constat qu'il est urgent de réagir et de proposer un cadre législatif pour optimiser les moyens de lutte et renforcer la cohérence des actions visant à amoindrir les pressions de prédation de cette espèce exotique envahissante devenue endémique. Sa progression dans l'ensemble des départements hexagonaux est telle qu'il est devenu illusoire d'envisager l'éradication du frelon asiatique avec les moyens de lutte actuels. L'auteur du texte a rappelé l'absence de vigueur des mesures mises en œuvre par l'État pour faire face à cette espèce exotique envahissante et la marque de coordination des efforts des collectivités et des agriculteurs qui ont conduit à la situation actuelle. Il s'agit désormais de faire front uni et d'engager de façon concertée un plan national de lutte contre le frelon asiatique.
avec l'ensemble des acteurs, des moyens dédiés et une volonté politique forte. Aujourd'hui, dans cet hémicycle, nous avons l'opportunité d'impulser cet élan transformateur et de changer d'échelle en matière de lutte et d'accompagnement des acteurs face au frelon asiatique. C'est l'ambition de l'auteur du texte, notre collègue Michel Masset, dont je salue ici l'indéfectible engagement. D'autres sénateurs ont également ouvert la voie par leurs réflexions, leur initiative et leur engagement, à l'instar de notre collègue Christina Pluchet, avec qui les échanges ont été fructueux, ou avec notre collègue Nicole Bonnefoy, qui avait très tôt alerté sur la nécessité d'une action de l'État plus volontariste. Ce texte est la preuve que la ténacité d'une assemblée finit toujours par payer quand un sujet lui tient à cœur. Que propose ce texte sorti de la Commission ? Un plan national de lutte contre le frelon asiatique qui détermine les grands principes et les indicateurs de suivi de l'ensemble des actions menées dans le cadre de cette lutte et qui se décline en plans départementaux, afin d'impulser des réponses locales cohérentes, construites avec les acteurs du territoire et coordonnées avec les objectifs définis au niveau national. À l'État sera confié le soin de piloter cette stratégie, avec un double portage ministériel par les ministres chargés de l'Agriculture et de l'Environnement, en concertation avec les acteurs et les scientifiques, afin d'œuvrer à la recherche du système de prévention de lutte efficace et sélectif. Des financements multipartites seront apportés à la fois par l'État, par les collectivités territoriales et les acteurs de la filière, afin de mutualiser les moyens consacrés à la lutte et d'atteindre une surface financière à même d'agir plus efficacement contre le frelon asiatique. Nous nous inspirons ici de la devise nationale de nos amis belges, selon laquelle l'union fait la force. Seule la conjonction des efforts de la puissance publique et des acteurs, dans la durée et avec des moyens pérennisés, permettra en effet d'endiguer de façon sensible la prolifération du frelon asiatique. Le dispositif proposé instaure également une obligation de signalement de nids de frelons asiatiques pour tout propriétaire, ainsi qu'une évaluation par le préfet de l'opportunité de faire procéder à la destruction du nid au regard du danger qu'il représente pour la santé publique et du cycle biologique de l'espèce. En matière d'indemnisation, qui constitue une attente forte des acteurs attendus en audition et la pierre angulaire de l'accompagnement des agriculteurs ayant subi un préjudice économique imputable au frelon asiatique, je vous proposerai, par amendement, un système fondé sur le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental. La création d'une section apicole au sein du FMSE constitue, à mon sens, un mécanisme dont la simplicité, l'efficacité et la rapidité de mise en œuvre répondent aux attentes des apiculteurs avec qui j'ai pu échanger en audition ainsi que dans mon département. Je précise, car je suis animé d'une volonté limitée, l'impact budgétaire des textes que nous adoptons, qu'à mes yeux, l'indemnisation continue la dernière séquence d'une réponse publique quand les techniques de prévention et de lutte ont échoué. L'indemnisation résulte d'une situation d'échec quand le dommage que l'on cherchait à éviter s'est produit. Les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte ont vocation à faire diminuer les pressions de prédation sur les ruchers. J'estime à ce titre que la dynamique des indemnisations versées permettra d'évaluer ces prochaines années l'efficacité des mesures de lutte et de prévention par rapport à l'année zéro. Mes chers collègues, voici brièvement le texte soumis à vos suffrages ce matin. Je suis tenté de croire que les dispositifs qu'il met en œuvre répondent aux attentes des acteurs, au vu des courriels de soutien que je reçois depuis plusieurs jours. Il a le mérite de sanctuariser des financements dédiés à la lutte, apportés par les collectivités publiques et les acteurs socio-économiques, mais également, et c'est là une avancée notable, par l'État, qui assume sa part en contribuant financièrement à cette lutte nécessaire. Il coordonne l'action des acteurs pour plus d'efficacité et de cohérence dans le cadre de plans départementaux qui doseront l'effort et les réponses apportées au regard de la présence du frelon asiatique et des pressions qu'il induit sur les ruchers. J'y vois le principe de différenciation cher à notre Assemblée. Si vous acceptez enfin l'amendement que je propose sur le fonds de mutualisation, ce texte présentera l'immense avantage d'accompagner financièrement les apiculteurs ayant subi des pertes économiques causées par le frelon asiatique, ce qui constituera une avancée très significative par rapport à la situation actuelle, caractérisée par la défaillance du régime assurantiel et l'absence d'indemnisation. Voilà les raisons pour lesquelles je vous engage à adopter ce texte en acceptant les amendements proposés par la Commission. Je vous remercie.
Merci, monsieur le rapporteur. Merci. La parole est à monsieur Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci madame la présidente. Monsieur le président de la commission de l'aménagement des territoires et du développement durable, monsieur le rapporteur, et si vous me le permettez, monsieur l'auteur de cette proposition de loi, mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis très heureux d'être ici dans cette belle institution pour discuter avec vous de la proposition de loi que le groupe RDSE et le Sénat a inscrit à l'ordre du jour, cette proposition de loi visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole à l'ordre du jour de cette niche parlementaire. Permettez-moi d'abord de saluer très chaleureusement M. Michel Masset, l'auteur de cette proposition de loi, ainsi que son rapporteur, M. Jean-Yves Roux, pour leur excellent travail et la démarche transpartisane qu'ils ont appliquée avec méthode, avec aussi, je crois, beaucoup de bienveillance, et qui est nécessaire pour mener une action porteuse de résultats pour la souveraineté et pour la préservation de la biodiversité. Je suis d'ailleurs très heureux que la proposition de loi ait été adoptée à l'unanimité en commission, ce qui est un fait assez rare pour que nous puissions le souligner ici, ainsi que la mobilisation de l'ensemble des groupes sur ce sujet de protection de notre filière apicole et de défense de la biodiversité, notamment bien évidemment ici, les collègues du groupe LR ou encore UC. Le frelon asiatique est donc une menace et un péril pour notre biodiversité, pour notre souveraineté. Et cette espèce exotique envahissante est apparue dans notre pays en 2004 et, comme vous l'avez dit, est aujourd'hui largement répandue sur tout le territoire. C'est une triple menace. Une menace pour la filière apicole, une menace pour l'environnement et une menace aussi, bien évidemment, pour la santé publique. Ce prédateur redoutable et opportuniste cible en premier lieu les insectes vivant en colonie, en particulier les abeilles domestiques, vitales pour leur production de miel, mais aussi pour l'ensemble de notre écosystème via la pollinisation. Les statistiques que nous connaissons révèlent que le frelon asiatique est responsable d'environ 20% de la mortalité constatée au sein des ruchers, exerçant ainsi une forte pression sur nos apiculteurs déjà confrontés, comme vous le savez, à des défis considérables. L'impact du frelon asiatique sur l'ensemble des espèces entomophones qui composent notre environnement est donc préoccupant et nécessite une action collective à la hauteur de notre ambition. Les abeilles constituent environ un tiers de son régime alimentaire et il s'en prend également aux pollinisateurs sauvages ainsi qu'à divers insectes solitaires tels que les guêpes, les mouches, les papillons ou les araignées. La lutte contre ce fléau dépasse donc largement la question de la filière apicole. Elle concerne directement ou indirectement l'équilibre de notre écosystème. Le frelon asiatique, et vous le voyez dans vos territoires, est aussi un danger mortel pour l'homme car sa piqûre peut être fatale. Et donc, c'est aussi une nécessité de santé publique que nous devons ici traiter. Face à cette situation, nous devons agir avec méthode, détermination, non pas pour éradiquer ce nuisible, malheureusement, car il est désormais trop tard pour le faire, mais pour limiter au maximum sa propagation et son impact sur l'apiculture, l'environnement et la santé publique. Alors, comme vous le savez, des actions ont déjà été menées et entreprises. Depuis avril 2021, le frelon asiatique est inscrit sur la liste des espèces exotiques envahissantes déterminées par le ministère de la Transition écologique. Cette classification permet au préfet d'ordonner des mesures de lutte telles que la destruction des nids présents sur des propriétés privées. Le plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation 2021-2026, initié conjointement par les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture, intègre un volet dédié, comme vous le savez, à la lutte contre le frelon asiatique. Ce plan contient toute une série de mesures visant à valider des outils de lutte efficaces contre le frelon asiatique et lutter dans un cadre, comme vous l'avez rappelé, collectif. Vous le savez également, et c'est un enjeu important, un groupe dédié a été constitué en 2020 au sein de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale afin de développer des outils de surveillance efficaces.
En parallèle, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire soutient financièrement l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation, ainsi que le Muséum national d'histoire naturelle dans leurs efforts techniques et scientifiques visant à identifier et valider des outils de lutte contre le frelon asiatique. En 2023, le Fonds vert a financé 4 projets de collectivités à grande échelle de lutte contre le frelon asiatique à hauteur de 235 000 €. Ces projets ciblent 3 types d'actions prioritaires: le piégeage de printemps, la destruction des nids ou encore la protection des ruches. Je voulais ici également saluer le travail de terrain réalisé au quotidien par les organismes à vocation sanitaire, les GDS et les frelons à l'échelle des départements, ainsi que leurs têtes de réseau qui ont publié les bases d'un plan de lutte national il y a quelques semaines. Mais vous l'avez dit, et vous le vivez dans vos territoires, nous devions aller beaucoup plus loin et faire beaucoup mieux. Et cette proposition de loi est un élément fondamental de notre capacité à réduire l'impact de cette espèce exotique envahissante. Et donc votre proposition de loi s'articule autour de 3 pistes d'action. 1. L'instauration d'un plan national de lutte contre le frelon asiatique avec une déclinaison au niveau départemental pour coordonner les efforts et adapter les politiques publiques aux réalités du terrain. C'est ici, je crois, la marque des sénateurs de tous ces bancs. La facilitation, ensuite, est le deuxième pilier de cette proposition de loi, c'est la facilitation des signalements des nids de frelons asiatiques et leur destruction afin d'agir rapidement et efficacement contre leur expansion. Et enfin, le troisième pilier, c'est la mise en place d'un régime d'indemnisation pour les apiculteurs qui ont subi des pertes économiques dues aux dommages causés par ce frelon afin de tenir compte des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces mesures sont inédites, sont salutaires, car elles vont dans la bonne direction pour répondre efficacement à cette menace. J'ai la profonde conviction que ce combat commun pour la biodiversité et la filière apicole doivent en effet se fonder sur une action qui part des réalités du terrain, qui est collective et qui est aussi mesurée. Le plan départemental qui associera l'ensemble des acteurs concernés est fondamental, tout comme l'est l'intégration des organismes à vocation sanitaire dans son élaboration. Proposition à l'initiative d'un amendement de monsieur le rapporteur que je salue. C'est une nécessité compte tenu en effet du rôle qu'il joue au quotidien dans la surveillance et la lutte de cette espèce envahissante. Il est également important que les financements alloués à ce plan d'action soient suffisants et adéquats pour garantir son efficacité. Ces financements doivent être mobilisés par l'ensemble des acteurs concernés, dont l'État, bien évidemment, en premier chef, et les collectivités. En ce qui concerne les signalements, il me semble important que le dispositif adopté ne fasse pas peser la charge sur nos concitoyens, sur les occupants des terrains concernés et uniquement les préfets. Que ne se fasse pas uniquement peser sur les préfets, pour être très clair. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen, nous l'avons déjà évoqué, mais je suis en effet convaincu que les acteurs locaux sont les plus à même de déterminer des procédures de signalement et de destruction des nids adaptées aux spécificités de leur département. Faisons confiance à ces acteurs de terrain. Enfin, concernant les indemnisations, nous partageons la volonté du rapporteur d'adosser le dispositif au Fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental, le fameux FMSE, dont l'efficacité et l'utilité n'est plus à démontrer. Vous le voyez, mesdames et messieurs les sénateurs, nos points de vue convergent pour faire évoluer le texte vers une meilleure prise en compte des dommages subis par les apiculteurs et une plus large collégialité dans la lutte. Car en effet, mon expérience d'ancien député, toujours député, m'amène à partager le constat et à réaliser que c'est comme ça que nous y arriverons. Dans mon magnifique département des Côtes-d'Armor, le groupe de défense des abeilles a réalisé en 2023 la première campagne de piégeage du département en associant 160 communes à la démarche. C'est plus de 100 000 reines fondatrices qui ont été piégées. C'est donc, vous le voyez, un excellent bilan qui a permis de faire nettement baisser la pression sur les ruchers dès cette année. Une quarantaine de communes costarmoricaines ont ainsi rejoint le dispositif cette année. Voilà un exemple local pour vous montrer que la volonté qui est la vôtre, la méthode que vous mettez sur la table, je crois, est la bonne et a été avérée dans un département que vous connaissez bien évidemment tous. En unissant nos efforts, nous pouvons apporter une réponse concrète à la menace que représente ce frelon asiatique pour nos territoires, pour nos écosystèmes et pour notre souveraineté. Alors vous le voyez, mesdames et messieurs les sénateurs,
Vous l'aurez compris, le gouvernement partage l'ambition de porter cette proposition de loi et soutiendra toutes les évolutions qui permettront de garantir le caractère opérationnel, la protection de nos apiculteurs et la protection de notre biodiversité. Et pour terminer, je voulais conclure, une fois n'est pas coutume, par une citation attribuée à Einstein qui montre le caractère éminemment important de ce que vous avez porté et de ce que nous faisons. Einstein aurait dit « Si les abeilles venaient à disparaître, l'humanité n'aurait plus que 4 années devant elle ». Donc vous voyez, nous faisons œuvre aussi d'un travail peut-être plus grand que ce que nous pensons. Et pour ça, je vous en remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Philippe Grosvalet pour le groupe Rassemblement démocratique social européen pour 4 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents et rapporteurs, ils nous narguent, ils n'hésitent pas à capturer leur proie en notre présence. Ils se posent ensuite sur une branche et là, ils les décapitent. Imaginez ce qu'une espèce s'attaque de cette manière aux bovins. Là, il y aurait des moyens mis sur la table pour lutter contre. Ces mots de mon ami Loïc Leray, ancien président de l'Union nationale des apiculteurs de France, illustrent clairement leur désarroi face à ce fléau qui s'est abattu sur notre territoire voici 20 ans. Il faut se représenter l'ampleur du désastre. Vous avez parlé des Côtes-d'Armor, Monsieur le Ministre, je vais vous parler de la Loire-Atlantique. Un seul nid consomme en moyenne l'équivalent de 5 à 6 ruches par an. Au regard des 1700 nids détruits pour la seule Loire-Atlantique en 2022, cela fait froid dans le dos et provoque de lourdes pertes pour nos apiculteurs. 20% des pertes des colonies d'abeilles sont imputables aux frelons asiatiques. Or, les abeilles représentent 80% de la pollinisation nécessaire au maintien et au développement de la production agricole. Un tiers de ce que nous mangeons n'existerait pas si elles venaient à disparaître. Et ne pas oublier non plus le risque sanitaire. Chaque année, plusieurs dizaines de personnes meurent des suites de leurs piqûres. Au mois de septembre dernier, à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, une école élémentaire a été la cible de l'attaque de frelons asiatiques. Pour lutter contre cette espèce invasive, les acteurs de nos territoires se sont alliés. Ainsi, apiculteurs, élus locaux et associations organisent des plans pour localiser, piéger et détruire le nid. Mais ces initiatives, aussi nécessaires soient-elles, ne peuvent suffire, Monsieur le Ministre. Pire, sans coordination, elles perdent en efficacité, comme le souligne l'appel lancé par la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire. La lutte contre le frelon asiatique est devenue une urgence absolue qui ne concerne plus seulement le milieu des apiculteurs et doit devenir un acte citoyen. Or, depuis 20 ans, les mesures prises au niveau national sont largement insuffisantes. Et pourtant, dès 2010, le premier rapport interministériel sur cette espèce préconisait un plan de lutte national, mais il est demeuré sans suite. En 2012, 8 ans après son introduction en France, le frelon asiatique était classé dans la seconde catégorie des insectes nuisibles. Depuis, et malgré l'aggravation de la situation, aucune révision pour le classer dans la première catégorie n'a été envisagée. Des fonds communs pour mener cette croisade sont créés grâce au soutien financier de communes, d'intercommunalités, de départements. Là encore, l'absence de l'État se fait cruellement ressentir. Par conséquent, il y a une urgence absolue à mettre en œuvre un véritable plan national avec des moyens dédiés à la recherche et aux actions sur le terrain, la définition d'objectifs communs et la création d'indicateurs pour mieux évaluer leur réalisation. C'est le sens de cette proposition de loi initiée par notre excellent collègue Michel Masset, soutenue évidemment par notre groupe. Si elle est adoptée, ce sera un vrai message à nos apiculteurs, premières victimes de ce fléau, avec nos maraîchers mais aussi nos arboriculteurs. Certes, elle ne pourra pas être le remède à tous leurs maux. En effet, le frelon asiatique n'est pas la première cause de mortalité des abeilles. Celles-ci sont victimes en premier lieu du réchauffement climatique, de virus et bien sûr des produits phytosanitaires. Pour mémoire, les apiculteurs de l'UNAF ont observé une chute brutale de 50% de la production à proximité de cultures traitées aux néonicotinoïdes. Et que dire de la rude concurrence avec les miels étrangers, produits avec beaucoup moins d'exigences. La demande de miel en France s'élève pourtant à environ 45 000 tonnes par an pour une production nationale estimée à 34 000. Or, 63% des apiculteurs français ont du mal à commercialiser leur récolte l'an dernier. Néanmoins, ce texte, il faut saluer, marque une prise de conscience claire
que la protection des pollinisateurs est fondamentale pour préserver notre biodiversité. Permettez-moi, Madame la Présidente, puisque le ministre a fait une citation, de citer un autre auteur français qui disait « Elle se fatigue et nous les hommes devons ce don qui vient du ciel, en égoïstes que nous sommes. Nous nous nourrissons du bon miel, les abeilles. » Merci. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Marie-Laure Phinera-Horth pour le groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants et pour 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous débattons aujourd'hui des moyens à mettre en œuvre pour stopper la prolifération du frelon asiatique. Cette espèce, qui ne connaît pas de prédateurs, a cru de façon exponentielle. Un nid qu'on ne détruit pas en donne 4 l'année suivante. C'est certainement pour cette raison que ce sujet a déjà fait l'objet de nombreux débats au sein de ce même hémicycle, sans pour autant parvenir à endiguer la progression du frelon asiatique. Nos prédécesseurs ont tenté de trouver des solutions. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2011, le frelon asiatique occupait déjà 50% du territoire national. Aujourd'hui, 90% de la France hexagonale est colonisée par cet insecte. Plusieurs pays européens tels que l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Portugal sont aujourd'hui touchés. Je sais que vous allez être nombreux à rappeler que le frelon asiatique a été aperçu pour la première fois en 2004 dans le Lot-et-Garonne. Présent désormais dans quasiment tous les départements, il est aujourd'hui classé parmi les espèces exotiques envahissantes. Cette espèce représente une menace grave pour la biodiversité et plus particulièrement la filière apicole. Le frelon asiatique est un actif prédateur d'abeilles qui représente 80% de son régime alimentaire. 20% de la mortalité des ruchers lui sont imputables. Les pertes annuelles pour la filière apicole sont estimées à plus de 12 millions d'euros. Je ne peux que féliciter notre collègue Michel Masset qui a bien voulu que le Sénat se penche une nouvelle fois sur cette question. Mon groupe partage cette volonté d'instaurer un cadre législatif de coordination nationale. Il y a une semaine, notre commission a approuvé à l'unanimité cette proposition de loi suivant les conclusions de notre rapporteur Jean-Yves Roux. Il est ainsi proposé, en plus des actions déjà menées, d'instaurer un plan national de lutte contre le frelon asiatique doté de moyens dédiés. Décliné en plans départementaux, il présentera l'avantage de coordonner des mesures plus efficientes, co-construites avec les apiculteurs, les acteurs économiques, les élus locaux et les scientifiques sous l'égide de l'État. Et pour ce faire, seront intégrés les orientations nationales et les indicateurs de suivi des actions de surveillance, de prévention et d'instruction mises en œuvre localement, la classification des départements en catégories en fonction de l'importance des dégâts posés, l'accompagnement financier des collectivités territoriales, les financements alloués à la recherche d'outils de lutte efficaces et enfin, il est acté le principe d'indemnisation des dommages pour les apiculteurs touchés. À travers plusieurs amendements, notre commission a par ailleurs souhaité préciser les dispositifs créés. Le régime d'indemnisation prévu par cette proposition de loi a ainsi été recalibré au bénéfice des chefs d'exploitation apicole, dont une partie essentielle du revenu provient de la vente des produits de la ruche. Cette prise de conscience, certes tardive, ne doit pas faire oublier que d'autres menaces existent. Je veux parler de la coccinelle asiatique qui, à l'instar du frelon, gagne d'année en année du terrain. Et depuis cette arrivée massive, la coccinelle à 2 points, naturellement présente chez nous, a vu sa population baisser de 40%. Aussi, en tant qu'ultramarine, je ne peux passer sous silence les menaces qui pèsent sur nos territoires, souvent insulaires. Certes, le frelon asiatique qui nous préoccupe aujourd'hui n'a pas été recensé sur nos territoires, mais les espèces exotiques envahissantes sont l'une des principales menaces pour l'exceptionnelle biodiversité des Outre-mer. Je veux parler du poisson-lion en mer des Caraïbes qui menace l'équilibre des récifs coralliens ou le crabe vert qui nuit à l'aquaculture à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces espèces envahissantes sont ainsi impliquées dans 53% des extinctions d'espèces recensées dans les territoires ultramarins.
L'escargot carnivore de Floride est responsable de l'extinction de près de 57 espèces d'escargots endémiques de la Polynésie française. Ce sont autant de bombes à retardement avec des conséquences terribles. Je rappelle que les Outre-mer accueillent 10% de la biodiversité mondiale en termes d'espèces. Ne pas se préoccuper dès aujourd'hui de ces menaces, c'est accepter passivement que des espèces endémiques disparaissent à tout jamais. En conclusion, cette proposition de loi est un texte de bon sens, en ce qu'il permettra enfin à l'État de conduire une politique publique nationale sur ce sujet, adaptée à chaque territoire. Et pour ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Nicole Bonnefoy pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 6 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après moult initiatives parlementaires, nous allons enfin débattre d'un sujet qui me tient à cœur, le frelon asiatique et son impact sur la survie des abeilles. Je remercie nos collègues du RDSE, plus particulièrement Michel Masset, d'avoir mis à l'ordre du jour cette proposition de loi. Comme de nombreux collègues, j'ai interrogé il y a peu le gouvernement par le biais d'une question écrite sur l'absence notable de stratégie nationale de lutte contre le frelon asiatique. Le gouvernement répondait alors qu'il n'y avait quasiment plus rien à faire. Je le cite. L'espèce ne présente pas de danger supérieur par rapport à d'autres hyménoptères. Si cette situation venait à changer du fait de l'extension de l'espèce, la question de sa réglementation serait à réexaminer. Le 25 octobre dernier, Sarah El Haïry, alors secrétaire d'État à la biodiversité, reconnaissait la faiblesse de la réponse de la stratégie nationale de la biodiversité qui ne prévoit sur les espèces exotiques invasives que 500 opérations coup de poing par an. Comme le souligne également le rapporteur Jean-Yves Roux, il est évident que des opérations ponctuelles ne sont pas en mesure de répondre à l'enjeu de la recrudescence du frelon asiatique à pattes jaunes. Cet insecte, introduit par mégarde en 2004 en Lot-et-Garonne, se plaît apparemment dans nos contrées et colonise aujourd'hui à grande vitesse nos voisins européens. Aucun territoire n'est épargné. En 2011, je déposais moi-même une proposition de loi pour pallier les défaillances de l'État et organiser concrètement la lutte sur le territoire afin d'offrir une cohérence aux bonnes initiatives des départements et des collectivités locales dans leur ensemble. Beaucoup d'entre elles financent d'ailleurs pour partie la destruction de nids, aident à l'acquisition de pièges sélectifs et programment des opérations de prévention au printemps. Nous souscrivons donc à l'inscription dans la loi d'une stratégie nationale. Sans une réponse globale, il sera impossible de remédier à cette problématique qui touche tous nos concitoyens au quotidien et occasionne de sérieuses nuisances. Rappelons que chez une personne allergique, une seule piqûre suffit pour provoquer un grave choc anaphylactique. De surcroît, le frelon asiatique à pattes jaunes constitue une vraie menace pour la biodiversité et au premier chef pour les abeilles. La croissance exponentielle de l'espèce est en cela une catastrophe pour les apiculteurs qui voient leurs ruches décimées en un rien de temps. Certaines attaques peuvent provoquer la perte de 80% des ruches, si bien que les apiculteurs confrontés à la présence du frelon préfèrent les déplacer pour préserver leur colonie d'abeilles. En somme, le préjudice annuel cumulé pour la filière apicole est évalué à près de 12 millions d'euros, sans compter les dommages indirects sur l'agriculture et l'arboriculture. Autre conséquence de ces attaques, le stress provoqué pour les abeilles, qui a un terrible impact sur la production de miel. Pour diminuer ce stress, des muselières peuvent être placées à l'entrée des ruches, mais le stress demeure en raison de la pression exercée par les frelons asiatiques en vol stationnaire, agrippant chaque ouvrière imprudente. Au-delà des seules abeilles, qui ne représentent que 12% du bol alimentaire de ce prédateur hors pair, le frelon asiatique dévore de nombreux insectes pollinisateurs. Toute l'entomofaune est concernée, sans compter les dévastations qu'il réalise sur les fruits mûrs. Ainsi, pour préserver la biodiversité et la pollinisation, qui est un service écosystémique majeur pour nos cultures agricoles, il est donc crucial de protéger nos apiculteurs et nous pouvons saluer collectivement l'indemnisation créée par le texte que nous examinons. Les évolutions du texte en commission ont malheureusement restreint l'ambition initiale d'indemniser l'ensemble des apiculteurs. Pourtant, je crois que l'on ne naît pas apiculteur, mais qu'on le devient.
Les apiculteurs détenant une dizaine de ruches sont les plus nombreux. Ils sont aussi ceux que les attaques de frelons dissuadent de poursuivre cette activité. Il faudrait donc pouvoir garder cet objectif pour répondre efficacement à la détresse de la filière. Protéger nos apiculteurs et l'ensemble des habitants implique de prendre des mesures pour détruire les nids lorsque les frelons menacent non seulement la santé publique, mais aussi les ruchers. En outre, le préfet de département nous semble la personne la plus adéquate pour agir et démontrera la responsabilité de l'État dans la lutte contre l'espèce. Il nous paraît également utile de reconnaître le rôle des maires aux côtés du préfet, car ils sont les acteurs publics de proximité accessibles aux habitants. Nous en discuterons dans quelques instants. En dernier lieu, afin d'être cohérent dans la lutte contre le frelon asiatique, il s'agira de veiller à ce que les destructions des nids n'engendrent pas une pollution collatérale en raison des produits insecticides injectés. Pour cela, des conditions doivent être remplies. L'utilisation de produits peu ou pas nocifs pour l'environnement, mais aussi l'enlèvement des nids détruits qui, s'ils étaient laissés à l'abandon, pourraient contaminer les sols et la faune environnementale. Y compris dans la prévention, il est également important d'encadrer la lutte pour ne pas voir la diffusion de mauvaises pratiques de piégeage qui pourraient nuire à d'autres insectes. Les méthodes les plus sélectives possibles doivent être mises en avant. En résumé, cette proposition de loi offre un cadre législatif efficace pour lutter contre le frelon asiatique de manière uniforme sur le territoire que nombre de nos concitoyens attendaient depuis 20 ans. Pour les apiculteurs, cette loi peut contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail. Le bilan est donc positif et le groupe socialiste, écologique et républicain soutiendra ce texte d'intérêt général qui corrige une incurie manifeste de l'État qui n'a que trop duré. Nous tenterons néanmoins de l'améliorer par voie d'amendement dans la discussion qui s'ouvre et que je vous encourage à voter. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Christina Pluchet pour le groupe Les Républicains et pour 3 minutes. Vous avez la parole, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plus de 10 ans, nos apiculteurs sont aux prises avec le fléau du frelon asiatique. Cet insecte sans prédateur connu en Europe ravage sans cesse leurs ruches et leur activité. Mais derrière l'activité apicole, ce sont ensuite la biodiversité et la production agricole qui sont impactées. Si nos abeilles disparaissent, c'est un tiers du contenu de nos assiettes qui disparaîtra. La prolifération particulièrement rapide et étendue de cet insecte exotique envahissant induit une pression dommageable sur l'ensemble des pollinisateurs et de notre entomofaune, déjà objet d'inquiétude, et fragilise de la sorte de nombreuses activités fruitières et maraîchères, ainsi que l'équilibre de nombreuses autres chaînes alimentaires, y compris ornithologiques. L'ensemble de ces alertes m'avait donc incité à déposer il y a plus d'1 an une proposition de loi sur ce sujet pour défendre la cause apicole, la biodiversité et notre souveraineté alimentaire. C'est donc avec le plus grand intérêt que j'accueille aujourd'hui cette proposition de loi dont je voudrais saluer l'auteur et le rapporteur pour la qualité de nos échanges que nous avons pu avoir afin de croiser nos travaux. Il est effectivement plus que temps que le gouvernement, comme il le fait pour d'autres espèces problématiques, engage un plan national de lutte, seul à même de contenir cet insecte ravageur. Je souhaite également souligner la qualité du travail mené auprès de nombreux acteurs qui a permis de dépasser la fausse logique de destruction de nids et de percevoir l'importance de la connaissance du cycle de vie de cet hyménoptère pour un ciblage efficace de la lutte. Dans un contexte de dépenses publiques contraintes, la lutte doit donner la première place à une prévention efficiente fondée sur l'utilisation d'outils efficaces et de techniques de lutte éprouvées. Rien ne serait plus fâcheux que des moyens conséquents manquent leur objectif par une mauvaise compréhension d'une lutte pour laquelle les acteurs de terrain, ceux qui ont une connaissance fine de ce prédateur et le savoir-faire, n'auraient pas été suffisamment entendus. La destruction des nids, menée si possible avant la migration des reines reproductrices, constituera l'autre volet de la lutte. Par ailleurs, le recours à l'indemnisation des apiculteurs que cette proposition de loi prévoit permettra de mesurer l'efficacité de notre politique de lutte et sera, je l'espère, d'autant plus limitée que la prévention et la destruction ont été bien menées. Enfin, je souhaite terminer en soulignant l'importance de pouvoir s'appuyer sur une règle nationale fédératrice pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la lutte. La seule réglementation actuelle issue de la transposition de règles européennes
ne saurait suffire à fonder un plan de lutte ambitieux dans notre pays qui est actuellement le plus touché par le frelon asiatique. Vigilante sur ces points, je soutiens et je voterai ce texte car il représente une prise de conscience nationale et collective du danger que représente le frelon pour nos écosystèmes. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Pierre-Jean Rochette pour le groupe Les Indépendants pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, ce texte est à la fois une Madeleine de Proust et à la fois un film de science-fiction. En effet, ça nous ramène à notre enfance. On va défendre aujourd'hui Maya l'abeille face au frelon asiatique qui veut la manger, la dévorer. Si le sujet peut paraître léger, en réalité il ne l'est pas du tout puisque nous parlons bien entendu de notre biodiversité. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, si les abeilles venaient à disparaître, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Alors qu'elle soit d'Albert Einstein ou non, cette citation, elle amène son lot de vérité. En effet, les abeilles ont été décimées au cours des dernières décennies en Europe et nous prenons conscience aujourd'hui, peut-être un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, de leur place centrale dans notre existence et de notre fragilité sans elles. Les abeilles permettent de maintenir les équilibres de la biodiversité. Elles sont un chaînon primordial de notre sécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement un sujet propre à l'apiculture, c'est plus généralement, plus largement, le sujet de l'agriculture dont il est question. Et je crois que nous sommes tous largement au soutien à notre monde agricole et sensibilisés au sujet à la fois de la ruralité et de notre agriculture. Près de 3/4 de la production de nourriture dans le monde repose sur leurs frêles ailes. Elles sont nos meilleurs alliés quand on en vient à parler pollinisation. De nombreuses espèces en dépendent. D'ailleurs, dans les endroits où elles ont déserté, les hommes cherchent les moyens de les remplacer. En Chine, la pollinisation se fait manuellement. Aux États-Unis, ce sont les drones désormais qui en sont chargés. Les chiffres sont limpides. Nous perdons nos abeilles. Un cocktail de facteurs est à l'origine de cette triste réalité. Bien sûr, les pollutions en tout genre, et notamment via les phytosanitaires, les monocultures qui ne permettent plus la diversité essentielle à nos butineuses, tout comme la réduction des espaces où trouver de quoi butiner. Enfin, l'arrivée du frelon asiatique qui a pris d'assaut tout le territoire à la vitesse de l'éclair est totalement dévastateur et à la fois aussi dangereux pour nos populations. Dans ce contexte alarmant, je salue les discussions autour de cette PPL. Je remercie l'auteur de ce texte ainsi que le rapporteur et la commission, l'excellente commission de l'aménagement du territoire, emmené par son excellent président, et du développement durable, pour le travail effectué qui semble mettre tout le monde d'accord. Il est temps que nous organisions notre riposte efficacement contre les conséquences néfastes de l'arrivée du frelon asiatique. La mise en place d'un plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes est nécessaire. Inclure toutes les parties prenantes à la concertation devrait en permettre l'efficacité, tout comme les accompagnements financiers particuliers pour les collectivités territoriales. Sur ce point, la déclinaison territoriale du plan via des plans départementaux de lutte devrait répondre aux spécificités locales. Enfin, le suivi des actions de surveillance, de prévention, de piégeage sélectif et de destruction sera également un bon indicateur des bonnes pratiques et des évolutions. Nous pourrons ainsi prévenir et organiser les prochaines étapes. La création d'un droit à une indemnisation proportionnée aux dommages qui seraient causés par les frelons asiatiques marque également une avancée. Sur ce point, donner la parole à l'interprofession apicole et à l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation afin de réfléchir au montant forfaitaire sera un plus. Leur technicité est un atout. En clair, nous devons inverser la tendance et arrêter le déclin des abeilles dans notre pays. Une action coordonnée de l'État, des apiculteurs, des collectivités locales et de tous les acteurs en présence est urgente. Il en va de notre futur et de nos équilibres. Le groupe Les Indépendants votera dès demain ce texte. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Jocelyne Antoine pour le groupe Union centriste et pour 6 minutes. Merci. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,
je tiens tout d'abord à remercier le groupe RDSE et plus particulièrement le sénateur Massé pour cette proposition de loi qui nous donne l'occasion de nous saisir aujourd'hui ce sujet trop longtemps négligé, ainsi que le rapporteur Roux pour la qualité de son analyse et l'apport fait au texte qui me satisfait complètement, parce que je parle ce matin à double titre, à la fois comme sénatrice de la Meuse, bien sûr, qui est également impactée par ce frelon à pattes jaunes venu d'Asie, mais également en tant qu'apicultrice et femme d'apicultrice, amateur bien sûr, avec 5 petites ruches au fond du jardin. Mais il n'en demeure pas moins que ce frelon arrive sur notre verger et qu'effectivement, il vient perturber nos ruches. Alors effectivement, ce texte, ce matin, nous donne de l'espoir, à nous certainement apiculteurs professionnels, compte tenu des enjeux économiques et des impacts économiques de cet insecte sur la production de miel en France, mais également les petits amateurs que nous sommes et qui entretenons des traditions rurales, la place de la ruche, avec quelques pots de miel pour les enfants, les petits-enfants. Et c'est ça qui est en danger, et c'est pour ça aussi que je suis heureuse d'intervenir ce matin. Alors effectivement, tout le monde a pu le constater, et on le dit depuis le début de ces débats, qu'il y a eu à un moment donné un manque d'action concertée qui a empêché d'endiguer le frelon. Quand il est arrivé en 2004, on a tous pensé, et effectivement de nombreux rapports le disaient, que cet insecte endémique, il allait mourir de sa belle mort parce que comme il venait d'Asie, il ne supporterait pas le froid de notre France et de notre climat européen. N'en déplaise, il s'est avéré qu'il nous a prouvé le contraire en proliférant de façon très importante. Je suis à la frontière belge et je peux vous dire que le frelon asiatique ne s'est pas arrêté à la limite des frontières, puisque nos voisins européens sont également concernés. Alors effectivement, on a beaucoup tardé, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous avons enfin un texte qui permet de donner un espoir. Je vais revenir en 3 points sur les préjudices, les 3 axes des préjudices causés par ce frelon. Le ministre l'a rappelé et mes collègues également. Le premier préjudice concerne la santé humaine. Et pourtant, je suis apicultrice, mais je pense que le premier préjudice, c'est la santé humaine. Par exemple, en 2021, dans le Calvados, où 300 nids ont été détruits, c'est 120 attaques de frelons qui ont provoqué 60 passages aux urgences et 2 décès. Je dis bien 2 décès. Alors, bien sûr, c'est vraiment un problème de santé humaine. Et cela concerne chacun d'entre nous. Pas seulement les apiculteurs qui vont aux ruches et qui se trouvent confrontés. Les bûcherons, les élagueurs sont confrontés directement par l'appositionnement des nids. Les couvreurs, les charpentiers, par les nids qui viennent se cacher sous les toitures. Les entrepreneurs en espace vert. Et puis le jardinier du dimanche, parce que ça se niche aussi au niveau du sol, et que le jardinier du dimanche était également concerné. Il ne faut quand même pas oublier qu'en France, 7% de la population française est allergique aux hyménoptères. Donc c'est vraiment un réel problème de santé publique, cette invasion du frelon. Le deuxième préjudice est bien sûr économique. Mes collègues l'ont rappelé, à la fois sur les productions de pommes, de poires, de fruits, dues au manque de pollinisation et dues à la chute des abeilles. Sur les colzas également, puisque la pollinisation, on parle souvent des fruitiers, mais également, moi je suis d'un département où effectivement on a un fort potentiel céréalier, on va dire ça comme ça. Sur la pollinisation, les pertes de production peuvent aller jusqu'à 10% sur un champ de colza du fait de la diminution drastique des abeilles et des autres pollinisateurs. Et quand je dis autres pollinisateurs, c'est parce que notre frelon, et mes collègues l'ont rappelé, mange jusqu'à 11 kilos d'insectes, enfin pas un frelon, un nid de frelons de 2000 individus mange 11 à 12 kilos d'insectes par an. Or, ils vont manger effectivement les insectes divers et variés, et à un moment donné, le potentiel vraiment vital, c'est la ruche en fait, puisque là, il y a un gros potentiel, et qu'effectivement, c'est à cet endroit-là où ils vont avoir le plus de nourriture, et c'est là qu'ils vont attaquer. Donc le troisième préjudice porte également à notre biodiversité. Donc, en l'absence d'une vraie politique d'État, les apiculteurs ont tenté tant bien que mal d'atténuer les dégâts. C'est le cas aujourd'hui. On est en pleine période, puisque nous avons commencé à piéger
sur les plans départementaux. Depuis la semaine dernière, nous avons donc mis des pièges qui sont d'ailleurs des pièges qui sont sélectifs et qui permettent aux autres insectes de ressortir et de ne piéger que le frelon asiatique, de façon à voir si nous avons des mères et des reines colonisatrices, de manière à détruire ces reines. Parce que c'est à cette époque-ci, on ne détruira pas les nids vu l'importance et l'ampleur de la prolifération, mais il est évident qu'il faut qu'on puisse la contenir, et la contenir, c'est détruire les reines, les fondatrices, comme on les appelle. Et ces fondatrices-là, c'est à cette époque-ci de l'année où elles sont seules. Et c'est à ce moment-là qu'on peut les piéger. Les piégeages ont commencé, et effectivement, par des plans départementaux, soutenus par les collectivités, par les GDSA aussi, qui soutiennent toutes ces actions sur nos territoires. Après des années d'atermoiement, nous avons enfin un texte ambitieux à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire face. Certes, il arrive tard, mais mieux vaut tard que jamais. Le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte, et moi, je voterai des deux mains. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Ronan Dantec pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires et pour 4 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de commission, monsieur le rapporteur, je pense que nous avons un texte très intéressant ce matin, donc je remercie évidemment l'auteur Michel Mousset qui nous permet de revenir sur plusieurs grands enjeux de biodiversité. Tout d'abord, ça a été dit évidemment par certains de mes collègues précédemment, on est sur cette question de la lutte contre les espèces invasives, une des 5 causes majeures de disparition de la biodiversité. Mais je crois, monsieur le ministre, qu'on peut prendre vraiment l'exemple du frelon asiatique pour comprendre à quel point notre pays est peu organisé par rapport aux espèces invasives. Monsieur le ministre, vous avez présenté finalement ce frelon asiatique comme un peu la 7e plaie d'Égypte, mais mettre 20 ans pour réagir sur la 7e plaie d'Égypte, ça dit quand même que dans l'organisation de l'État, on a une légère difficulté. Et c'est vrai qu'on n'aurait jamais dû mettre 20 ans avant qu'on ait besoin d'une initiative, y compris parlementaire, non pas du gouvernement, pour enfin essayer de répondre à ce problème sérieux du frelon asiatique. Ce qui veut dire que je crois qu'à travers cette discussion, on doit réfléchir, monsieur le ministre, à une capacité d'action rapide de l'État totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, globalement, on a une espèce qui arrive, on essaye de comprendre comment elle fonctionne, on fait des études, on a les résultats des études, et il est déjà beaucoup trop tard pour agir. Sur les espèces invasives, et avec, je pense, l'action territoriale de l'OFB, on a quand même un outil avec l'OFB, je pense que la logique est inverse. Une espèce invasive, on l'éradique avant de la comprendre, parce que si on prend le temps de la comprendre, elle ne sera plus éradicable. Et ça serait une vraie différence dans la manière de travailler. Ce qui me permet aussi de souligner, et je rejoins vraiment ce qu'a dit notre collègue Marie-Laure Phinéra-Horst, sur le fait qu'on a un enjeu majeur sur la situation dans les territoires ultramarins, qui sont les grands spots de biodiversité en France, où les espèces invasives provoquent de grands dégâts. Et je souligne, monsieur le ministre, c'était ma question d'actualité hier, que nous attendons donc les décrets d'application sur le partage de la valeur. C'était l'accord que nous avions passé au Sénat sur le développement des énergies renouvelables, et que sur ce partage de la valeur pour les collectivités territoriales, il y a 15% de fléchés pour les programmes nationaux d'action sur les espèces menacées, notamment ultramarines, et qu'on pourrait mettre du coup des financements très importants sur la liste sur les espèces invasives qui menacent des espèces en voie de disparition. J'espère, monsieur le ministre, que vous avez pu en prendre bonne note. Deuxième point, c'est évidemment rappeler le rôle clé des pollinisateurs. On a parfois des phrases un peu générales, voire creuses sur la biodiversité qu'il faut préserver, mais sans qu'on sache vraiment très bien pourquoi. Ici, au moins, on le sait. Derrière les pollinisateurs, c'est l'agriculture. Le groupe Allianz en Allemagne, et ce ne sont pas vraiment des poètes écolos, a essayé de mesurer l'impact. Perdre 20% de la pollinisation, c'était à peu près 3 milliards de coûts pour l'agriculture. On a des chiffres assez proches en France. C'est intéressant d'avoir cette approche systémique, car ça veut dire que si
on hiérarchise. On va d'abord s'en prendre à la cause principale de disparition des abeilles. Donc, je regarde ma collègue Pluchet parce que finalement, on n'aura qu'à reprendre les mêmes textes et changer frelons asiatiques par néonicotinoïdes pour enfin répondre à la raison principale de disparition des abeilles. Comme on a des textes de l'Assemblée nationale qui tournent un peu, au moins on a nos textes de défense contre les textes de l'Assemblée nationale qui sont prêts, parce que la raison principale de disparition des pollinisateurs reste quand même les pesticides, et que donc il faut avoir une approche systémique de l'agriculture. Autoriser les néonicotinoïdes sur les betteraves, c'est aller contre l'agriculture française qui a des coûts beaucoup plus importants à partir de là. Mais je pense qu'il y a consensus entre nous. Donc je pense que ce texte est un texte important, un texte que nous allons tous voter et qui doit nous permettre de réfléchir à la fois sur les espèces invasives et évidemment sur la protection des abeilles qui sont notre bien commun. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Evelyne Corbière-Naminzo pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste et Kanaki pour 4 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme cela a été rappelé, le frelon asiatique, arrivé en France par accident en 2004, est aujourd'hui présent sur plus de 2/3 du territoire national et sa progression continue. Aussi, de nombreuses collectivités territoriales doivent aujourd'hui faire face à ce redoutable prédateur d'abeilles. Car contrairement aux abeilles asiatiques, les abeilles présentes en France n'ont pas encore mis en place de stratégie de défense efficace contre ces attaques dévastatrices. Or, les dégâts du frelon asiatique sont considérables. D'un point de vue environnemental, avec les pesticides et la monoculture, le frelon asiatique est aujourd'hui considéré comme l'une des causes majeures de la surmortalité des abeilles. D'un point de vue économique, la perte du chiffre d'affaires pour la filière apicole est estimée à 12 millions d'euros par an. Et pour certains apiculteurs, les pertes peuvent atteindre jusqu'à 100%. Pire, dans certaines zones, il est devenu impossible de pratiquer l'apiculture. Qu'en sera-t-il demain? C'est aussi un coût pour les collectivités locales. Une étude du CNRS met en avant que le contrôle du frelon asiatique par destruction des nids a coûté 23 millions d'euros entre 2006 et 2015, avec un coût annuel qui ne cesse d'augmenter. Et pourtant, alors que la France est le pays européen le plus touché par ce prédateur, c'est aussi le pays où la réponse politique a manqué de cohérence, de moyens budgétaires et de coordination, comme le souligne très justement Monsieur le rapporteur. Si, comme le rappelle l'Union nationale de l'apiculture française pour la recherche et le financement, il y a eu quelques efforts, l'État n'a jamais mis en œuvre de plan d'action visant à réduire la pression sur les ruches ou à soutenir les apiculteurs français face à cette espèce invasive. En ce moment, la lutte repose sur la seule mobilisation des apiculteurs aidés des collectivités locales. La réglementation n'est à ce jour pas suffisamment contraignante pour l'État, qui ne supporte aucune obligation de destruction de nids de frelons ni de financement du piégeage. Pire, il n'y a aucun plan d'action cohérent coordonné par l'État. C'est pourquoi nous saluons la proposition d'aujourd'hui, parce que les effets liés à la prolifération du frelon asiatique sont bien mis en exergue dans ce texte que nous approuvons. Les principes d'une participation financière de l'État aux côtés des collectivités et d'une compensation des apiculteurs victimes du frelon asiatique sont des principes bienvenus. Toutefois, nous regrettons que cet accompagnement financier ainsi que l'indemnisation des dommages causés ne soit pas plus explicité. Le flou entoure les modalités de mise en œuvre. Et puis, nous regrettons que l'obligation générale à laquelle serait soumis le préfet de faire procéder à la destruction des nids de frelons ait été remplacée par un régime lui laissant une marge d'appréciation. Il faut respecter le cycle de vie du frelon asiatique, mais il faut aussi penser à limiter sa prolifération. La science progresse. La recherche et les expérimentations menées à La Réunion précisent la possibilité de stériliser une population de moustiques, par exemple, pour en contrôler la prolifération. Nous regrettons aussi l'indemnisation des apiculteurs qui ne soit ouverte qu'aux seuls chefs d'exploitation apicole. Nous ne sommes pas naïfs. Ce texte, inscrit dans la niche du groupe RDSE, nous l'espérons, permettra au gouvernement de saisir cette occasion pour impulser une vraie politique
de lutte contre les espèces invasives qui attaquent à la fois nos écosystèmes et nos exploitations agricoles. Une large politique qui pense cette lutte avec tous les moyens de la recherche et de l'innovation pour des actions concrètes et concertées avec l'ensemble du monde agricole. Les menaces sont multiples sur l'apiculture. Il n'y a pas que le frelon asiatique, il y a aussi la loque américaine, il y a aussi le varroa et le frelon asiatique. Donc avec toutes les réserves que nous émettons aujourd'hui, nous voterons néanmoins ce texte parce qu'il est attendu par toute la filière. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à notre collègue Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le frelon asiatique, présent en France depuis 20 ans, prolifère de façon inquiétante et se révèle un fléau redoutable pour les abeilles et l'activité apicole. Son expansion sur l'ensemble du territoire est inéluctable. Aujourd'hui, seulement 30 à 40% des nids sont détruits, alors qu'il faudrait monter à un taux de 60% pour seulement freiner sa progression. Le coût actuel des frais de destruction est estimé à 11,9 millions d'euros. Cette prolifération doit faire face à 3 enjeux majeurs. Un problème sanitaire pour les apiculteurs, la protection de la biodiversité face aux espèces exotiques envahissantes et la protection de la population face aux attaques de frelons. Aujourd'hui, il faut trouver une solution pour vivre avec le frelon asiatique tout en limitant ses impacts. C'est le sens de cette proposition de loi. Je voudrais dire que déjà des collectivités sont engagées sur ces questions-là. Je pense à ma région des Pays de la Loire où il y a déjà une organisation avec un maillage associatif efficace. Je pense au réseau Pollénis, qui est un organisme à vocation sanitaire qui guide efficacement les particuliers, les entreprises vers des professionnels de l'éradication du frelon. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, un plan national de lutte des OVS a été publié en février dernier afin de protéger les ruchers, la population et la biodiversité. Et ce plan a été décliné par les fédérations d'OVS, par GDS France, groupement de défense sanitaire, par Fredon France, qui est, je le rappelle, le premier réseau d'experts au service de la santé du végétal, de l'environnement et des hommes, qui décline, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire, le concept One Health, en bon français, une seule santé. Donc des choses se font déjà, et donc il me paraît important de mettre en valeur ces actions déjà réalisées sur le terrain et qui fonctionnent sans avoir attendu l'intervention de l'État. Alors si la proposition de loi va dans le bon sens pour les territoires qui ne sont pas encore suffisamment organisés sur ces questions-là, donc l'organisation avec la proposition de mettre le préfet en situation d'alerter sur la présence de nids de frelons, je suis inquiet d'une suradministration potentielle que ça pourrait générer et puis pour perturber une organisation efficiente dans un certain nombre de départements et notamment pour des entreprises, et je pense en particulier à des petites entreprises qui sont déjà investies sur ces missions d'éradication. Donc la proposition de loi ne détaille pas non plus comment les préfectures se saisiront concrètement du problème sur la mise en œuvre d'appels d'offres et aussi sur la question de l'effectivité de l'obligation de déclarer le nid pour nos compatriotes. Donc ces questions se posent, c'est pourquoi je proposerai un amendement qui vise à permettre aux OVS de prendre le relais des préfectures dans les départements où ils ont déjà mis en place des dispositifs efficaces. Cela permettra de ne pas ajouter de la lourdeur administrative inutile et laisser libre champ aux OVS dans la mesure où ces derniers, encore une fois, effectuent un bon travail. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour terminer la discussion générale, la parole est à notre collègue Pierre Cuypers pour le groupe Les Républicains pour 3 minutes. Bien, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, l'apiculture, très discrète, ne manifeste pas, n'arrose pas de lisier les préfectures, n'établit pas de barrage de ballots de paille, mais souffre considérablement.
Agriculteur moi-même, je mesure combien le déficit de pollinisation met en danger le fragile équilibre de la biodiversité et par là nos récoltes, donc notre souveraineté alimentaire. En effet, le remembrement des bocages, la disparition des haies ont fait chuter le nombre d'insectes de près de 70%, dont de nombreux pollinisateurs. Sans ceci, pas de pollinisation. Sans pollinisation, pas de fruits ni de légumes, pas de culture. La France importe 60% de sa consommation de miel. Du miel bon marché, venu de Chine, souvent de mauvaise qualité, voire frelaté, tout en conservant l'appellation miel. Là encore, l'Empire du Milieu tire son épingle du jeu. On nous envoie du frelon asiatique et on nous vend du miel dans la foulée. Combien de filières sont touchées? Les filières de miel français tiennent à bout de bras, qu'elles soient alimentaires ou cosmétiques. Mon département, la Seine-et-Marne, peu touché jusqu'en 2020, subit depuis 3 ans une pression énorme de cet insecte vorace et destructeur de ruches. Alors il est nécessaire pour lutter contre ce fléau de disposer d'un réseau fort, compétent et disponible de personnes au plus près des territoires, de disposer d'outils pour recenser et cartographier les nids, de structurer dans les territoires les interventions pour piéger les insectes et détruire les nids. Alors bien sûr, cette loi prévoit des mesures, mais tout dépend des moyens de financement définis par le décret d'application. Sans moyens significatifs, comme de nombreuses lois de notre pays, malheureusement, cela ne s'appliquera que dans le journal officiel. Alors face au réchauffement et au dérèglement climatique, ainsi qu'à la globalisation des échanges commerciaux, d'autres invasions sont à prévoir, certaines déjà sont en cours. Le frelon oriental, constaté dans les Bouches-du-Rhône, ou à venir le frelon bicolore, présent déjà en Espagne. Mais surtout, que se passera-t-il si un jour le frelon géant asiatique invasif aux États-Unis arrive sur le continent européen? Cet hyménoptère mesure entre 4 et 7 cm, soit la taille d'un colibri, et peut tuer jusqu'à 300 abeilles en une seule heure. Son arrivée sans réaction immédiate des pouvoirs publics sonnerait le glas net et sans appel de toute forme, Monsieur le ministre, d'apiculture française. Ce texte de loi, Monsieur le ministre, nécessité absolue pour les apiculteurs, mais aussi pour l'équilibre de la biodiversité, arrive bien sûr 20 ans trop tard. Alors il faut retenir la leçon, bien la retenir, et alors n'attendons pas que les catastrophes soient d'ampleur nationale pour légiférer et prendre les décisions pour les menaces en cours et à venir. Merci, chers collègues.